comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour pour une nouvelle vidéo et c'est avec plaisir que je vais vous présenter donc toutes mes lectures pour la période donc estivale. Voilà. Alors si vous ne me connaissez pas et que vous êtes en train de découvrir la chaîne, donc je m'appelle Immacula Hélène Cyprien et je suis ici pour vous présenter normalement mes lectures. Il peut y avoir des coups de cœur et cette vidéo est vraiment dédiée donc à tout ce que je lis en fonction des périodes. Si vous n'avez pas donc le temps de regarder chaque vidéo, donc j'ai des vidéos par exemple mensuelles où je parle de mes lectures et de mes coups de cœur. Là, vous pouvez voir un peu tout ce que j'ai pu lire sur une longue période et tout le monde y trouve un peu son compte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, je préfère bien évidemment vous présenter des auteurs, des lectures et autres de la littérature afro-caribéenne. Pourquoi? Parce que je pense que c'est mal ou très peu connu. Voilà, c'est parti, on ne va pas trop tarder parce qu'il y a un peu d'ouvrage, pas trop je trouve, mais quand même un petit peu d'ouvrage, donc on va y aller rapidement et je vais commencer avec le discours sur le colonialisme suivi du discours sur la négritude d'Aimé Césaire. Alors, je l'ai pas, je l'ai oublié d'ailleurs, je l'ai pas, il doit être dans une bibliothèque là-bas. C'est pas grave, je vous mettrai une photo. Alors, c'est aux éditions donc Présence africaine, qui est également une librairie à Paris. Donc, le discours sur le colonialisme, donc Aimé Césaire va donc parler de ces deux mondes, c'est-à-dire le monde des occidentaux qui colonisent et le monde des colonisés, on va dire ça comme ça. Voilà, à travers un beau discours fort en émotion pour moi d'ailleurs et que je trouve qui est vraiment une arme. Voilà. Le discours sur la négritude qui m'intéresse beaucoup et bien plus parce que je trouve que c'est important et ce que je retiens dans ce discours qui parle vraiment de ce retour à l'Afrique, donc où les anciens esclaves ont été récupérés pour venir travailler notamment en Amérique. Et surtout, ce que j'aime et ce qu'il aborde dans la négritude, c'est le fait de savoir qu'on est des personnes, nos ascendants notamment, ont été trimballés. Donc cet effet de voyage, donc celui qu'on a pour y aller, qui n'est pas de notre plein gré, ils n'ont pas vraiment choisi de voyager. Voilà, ils ont été forcés. Et celui qu'on peut exercer par la suite pour ceux qui sont retournés pour aller, bien sûr, découvrir l'Afrique. Et qu'est-ce qu'était l'Afrique? Parce que l'Afrique qu'ils ont découvert par la suite n'était pas la même. Donc voilà. Donc ça pour moi c'était intéressant de savoir qu'on était des peuples qui avaient beaucoup voyagé. Je continue avec la récolte douce des larmes d'Edwidge Nantika. Je vous mettrai ça ici. Alors c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça raconte l'histoire en fait du conflit, si on peut dire ça, l'un des conflits entre Haïti et la République dominicaine. Donc si vous ne le savez pas, c'est une île que se partagent ces deux pays en fait. Donc il y a un côté Haïti qu'on considère comme l'africaine parce qu'elle est bien plus proche de, comment dire, de la culture africaine, même si elle est un peu différente. Et la République dominicaine qui se considère un peu plus comme descendant direct donc des colons, des Espagnols. Voilà. Et c'est à travers l'histoire d'une jeune femme en fait qui va connaître une jeune fille pour laquelle elle va travailler et un jour cette femme va tomber enceinte. Elle aura 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Il y aura malheureusement un drame quelques jours plus tard. Et là, on va passer donc avec tout ce qui est vraiment historique, avec Trujillo. Et tout ce qui va se passer, notamment donc, dans le milieu dit politique, mais aussi dans la vraie vie, dans ces plantations où il y a les travailleurs, etc. Mais où cette fille est plus une travailleuse de case en fait.
c'est pas, elle travaille pas dans les plantations vraiment, mais elle est vraiment de la maison du maître. Voilà, à cette époque. J'ai bien évidemment des vidéos qui parlent de ça et aussi un article que je vous mettrai du coup en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien évidemment. Je continue avec un recueil de nouvelles qui s'appelle donc Atipo mon mari de Dibakana Monkesi. Ah, je ne l'avais pas dit, mais je crois que la récolte des larmes était aux éditions Grasset, si je ne me trompe pas. Et Atipo mon mari de Dibakana Monkesi. Un recueil de nouvelles avec, je crois, une dizaine de nouvelles où on part en Afrique, mais aussi en Europe, particulièrement en France, avec cette question de différents personnages et de son identité, de comment il se voit dans un pays également, parce que certains ont voyagé, notamment la première nouvelle qui s'appelle Atipo mon mari. Et bien évidemment, pas mal de thèmes, sujets émotifs qui concernent les personnes qui vivent en France et qui sont, par exemple, d'origine différente ou de pays différents, et principalement l'Afrique. Alors, je crois que c'est l'éditeur, c'est Doxa. Si je me trompe, je rectifierai tout ça, bien évidemment. On continue avec Massy de Gary Victor. Donc Massy de Gary Victor est un roman qui parle du premier festival LGBT qui devrait oui, avoir lieu en Haïti, parce qu'en fait c'était vraiment une volonté dans la vie réelle en Haïti, mais qui ne s'est pas réalisée par exemple dans la vie réelle, tandis que dans l'ouvrage ce sera différent. C'était une histoire que j'ai vraiment appréciée, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année, donc de l'année 2019, donc je vais en parler à nouveau. Et bien évidemment, j'ai un article sur le sujet. C'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé parce que je pense qu'en Haïti, même si le sujet de l'homosexualité et autres n'est pas tabou, parce qu'on connaît pas mal de personnes dans nos entourages ou autres qui sont homosexuels ou autres, mais ce sont des sujets qu'on aborde peu parce que peut-être à cause du dogme, je sais pas, mais qu'on aborde peu. Voilà. C'était très drôle aussi, on parle beaucoup de satire. C'était très drôle en effet de voir cette république noire qui n'accepte pas ou peu les homosexuels, enfin des personnes qui ont d'autres pratiques sexuelles. Et bien évidemment, comment on va mettre dans les mains d'un... Donc c'est Dieu seul la pénurie qui est le personnage principal, enfin l'un des personnages, des principaux personnages, donc qui devient ministre des Affaires morales et qui doit en fait donner son accord pour ce festival ou non, en sachant que lui, il doit même, comment dire, soulager son président de la République avec des pratiques sexuelles. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout cela parce que c'est vraiment intéressant et c'est un ouvrage que j'aime beaucoup et c'est aux éditions Mémoire d'Encrier. On continue avec 1492 Anacaona, l'insurgé des Caraïbes, que j'ai juste ici, qui est un roman qu'on considère comme un roman graphique, donc illustré par Claudia Amaral et écrit par Paula Anacaona. C'est un ouvrage dont j'ai beaucoup parlé parce que Anacaona, pardon, c'est vraiment quelqu'un qui me tient à cœur parce que si vous ne le savez pas, je viens donc des Antilles, donc Guadeloupe et Haïti. Et en Haïti, d'où je viens, mes parents viennent en fait à Léogane. Anacaona a sa statue sur la place de la ville. Donc Anacaona, personnage phare, historiquement parlant, mais aussi dans mon imaginaire, dans notre imaginaire, parce qu'on a toujours entendu parler d'elle. C'est vraiment un roman que j'ai apprécié lire, qui parle de pas mal de choses, notamment comment en fait c'est tout ce qui est avant le commerce triangulaire, on va dire, dans le sens où c'est à partir du moment où Christophe Colomb arrive donc
en Amérique et qu'il découvre bien évidemment des personnes, des autochtones, des personnes qui vivaient déjà sur l'île parce que l'île n'était pas vierge. Et on va nous raconter toute cette histoire de façon romancée et où Anna Kaona aura une voix pour expliquer donc ce qui s'est réellement passé. Et voilà, je vais vous laisser découvrir tout ça. Vraiment, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Et si vous voulez vous procurer, ben, allez directement sur la page de l'édition Anna Kaona. Oui, parce que la maison d'édition également s'appelle comme ça. Voilà. Je continue avec les autres ouvrages que j'ai pu lire. Donc, je vais continuer avec 13 nouvelles vaudou, Mémoire de Gary Victor encore. Je me suis fait une petite session Gary Victor apparemment pendant l'été. Ici, on a encore des nouvelles, donc un recueil de nouvelles avec 13 nouvelles ici, dont une préface d'Alain Mabankou qui parle un peu de l'originalité qu'ont les écrivains haïtiens à donner des titres un peu voilà, originaux, voilà. Notamment 13 nouvelles vaudou. Alors 13 nouvelles vaudou, c'est, je peux vous dire les titres des nouvelles par exemple. Attendez, je vous donne tout ça. Ce sont des nouvelles, je pense, comme je l'ai dit précédemment, qui récapitulent un peu plus ce que moi j'ai l'habitude d'entendre en tant que conte, quand on était plus jeune. Mais ce n'est pas forcément lié au vaudou. Ne vous attendez pas forcément à connaître davantage sur le vaudou en tant que religion pratique religieuse ou rituelle, etc. Mais vraiment des choses qui ont un rapport quand même, parce que c'est pas si loin, mais qui ont un rapport avec les légendes ou ces mythes. Voilà. Donc le premier c'est Pilon. Pilon qui parle en fait d'un pilon, donc un mortier qu'on utilise chez nous pour les épices ou autres. Et ici, qui va être utilisé autrement. Je vous laisse découvrir ça. C'est un peu étrange, cruel. On pourrait même dire pour certains surnaturel, mais bon, c'est comme ça. 1h17 que j'ai beaucoup aimé, qui parle d'une pendule mystérieuse. Le souffle, Nuit de chance. Nuit de chance, c'était très drôle parce que on parle beaucoup de la chance, comment les personnes ont de la chance, et chez nous on peut dire on va la chercher, notamment à travers cette nouvelle. Danse vénézuélienne, cric cric cric. L'enjeu, le mouton. Le mouton était très drôle aussi parce que voilà, c'est cet homme qui a été ensorcelé apparemment pour se faire marier parce que voilà, on a besoin d'hommes dociles apparemment. Et au cours d'un dîner, ben, il va donner un super plat à déguster à sa belle famille. Et il s'avère que ce plat, c'est du mouton. Que je vais vous laisser découvrir d'où vient ce petit mouton. Voilà. Maléfice égaré, un homme d'honneur, la langue. Alors la langue, c'était un peu... Comment dire on peut parler de zone grise si on veut, où il y a beaucoup de sexualité, érotisme, voire voilà, plus. Et bien sûr, un petit peu de surnaturel, si je peux dire ça comme ça. Mais c'était drôle. Le doigt, le fémur aussi, où c'était une scène plutôt où ça se passait dans un camp un peu militaire, si je me souviens bien, et où en fait il y aura des actes un peu, oui, surnaturels pour d'autres, mais qui fait partie des mythes et de la religion. Donc si on veut, vaudou. Voilà. Entre guillemets. Et bien évidemment, un petit lexique si ça peut vous aider. Voilà pour 13 nouvelles vaudou de Gary Victor. Je continue avec donc La Servante écarlate. Donc j'ai lu donc La Servante écarlate de Margaret Atwood. En attendant avec grand plaisir le Testament. Donc, Pavillon Poche de chez Robert Laffont. Dystopie dont tout le monde a entendu parler. Donc c'est l'histoire d'une servante écarlate qui devient donc une servante pour un commandant. Donc dans cette société, donc Gilead, où il y a des personnes qui ne peuvent plus enfanter, des femmes, enfin
on suppose que ce sont les femmes parce que bien évidemment ça ne peut pas être les hommes. Donc on leur attribue pardon, une servante qui doit donc passer un rituel qui est en fait un acte sexuel avec ce commandant pour pouvoir donc enfanter afin de passer cet enfant à cette famille. Et voilà, donc ça continue comme ça. Les femmes sont punies si elles ne font pas ce qu'on leur demande. Elles sont rationnées. Voilà, on les traite plus comme des êtres humains, je trouve, ou comme des êtres humains à part entière, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Il y a aussi la série si vous le souhaitez, mais je vous recommande bien évidemment l'ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que je pense relire. Parce que les dystopies, c'est un genre particulier, très intéressant et qui nous aide quelquefois à comprendre ou mettre en valeur certaines choses qui pourraient nous échapper dans la vraie vie. Voilà! On continue, donc j'ai lu L'art du roman que je n'ai plus de Kundera qui parlait en fait un peu de ses œuvres en général et comment écrire, pourquoi écrire mais surtout comment écrire. Et il parlait de certains ouvrages pour lui qui étaient vraiment des ouvrages qui pouvaient représenter un monde, une période et voilà, que j'ai aimé. Technique par moment, pour moi ça ressemble plus à un essai, mais c'est à mi-chemin en fait, entre l'essai on va dire et le roman. Ensuite j'ai lu donc L'engagement au féminin qui est en fait une revue. Je n'ai pas terminé parce que c'est un peu un ouvrage que je lis, une revue que je lis, un document que je lis à ma façon. Parce que voilà, c'est documenté, il y a des interviews, il y a des thèmes, des sujets qu'on m'a gentiment prêté d'ailleurs. Et il y a beaucoup de personnes qui sont représentées, mises en valeur, donc c'est intéressant, particulièrement des femmes. Voilà, et sur le sujet phare ici qui est bien sûr le féminisme. Je vous en parlerai bien sûr après, lorsque j'aurai terminé, parce que je pense que c'est mieux. Parce que là, je suis en train de le lire et c'est de Culture Sud. Ensuite, continuons avec Comme un roman donc, de Daniel Penna qui est considéré comme un roman. Pour moi, c'est encore un mi-chemin entre roman et essai. Donc là, il parle des droits du lecteur ou de la lectrice. Donc nos droits sont multiples. On peut ne pas lire, on peut lire, sauter des pages, ne pas terminer, etc. Et j'avoue que lorsque j'ai lu ça, même si on me l'avait souvent dit pendant mon plus jeune âge, ça m'a un peu rassurée sur le fait qu'il y a certains ouvrages que je n'ai pas pu finir parce que ça n'allait pas, sur certains ouvrages que je ne souhaite pas lire, en tout cas pas pour le moment, parce qu'il y a parfois beaucoup d'effervescence autour d'un ouvrage et j'ai souvent été déçue en allant lire des ouvrages où il y avait beaucoup d'effervescence. Donc j'attends un peu pour vraiment lire ces choses-là quand je serai et quand je suis prête. Voilà. Qu'ai-je lu pour le mois de septembre que vous allez découvrir bien évidemment à travers ma vidéo qui s'appelle Les favoris du mois de septembre. Mais celle-ci vous allez la voir avant parce qu'on est désormais en automne. Alors, j'ai lu Mon petit pays à moi de Laurent Sanso. Donc, je ne l'ai pas, mais je vous mettrai une photo. C'est un petit album jeunesse, sponsorisé, je crois, par la région Guadeloupe, qui parle de mon petit pays à moi, qui est ici, la Guadeloupe, mais qui pourrait vraiment englober presque tous les pays de la Caraïbe, parce que on ne le nomme pas vraiment, je crois. Et c'est en comment dire, c'est comme une poésie, c'est de la poésie en fait. Ça a été classé dans la poésie et d'ailleurs, j'ai apprécié le fait que ce soit de la poésie pour les jeunes enfants, les tout petits. Et le dessin est pas mal, enfin, je trouve ça original dans le sens où nous avons des dessins avec de la broderie, on va dire, des choses comme ça. Il y a des petits froufrous et tout, et c'est tout beau, tout... Ça fait plaisir à voir en fait, voilà. C'est différent de pas mal de choses. Ensuite, j'ai lu
une BD qui s'appelle donc Mojo Hand, dont j'ai déjà parlé, d'Arnaud, pardon, Floch ou Floch, je ne sais pas vraiment comment on dit. Cette BD, pardon, comment vous dire que j'apprécie énormément cette BD. Pourquoi? Parce que le dessin m'a plu, mais aussi l'histoire. Au cœur de cette BD, c'est plutôt la musique. Bien évidemment, je vous laisserai découvrir pourquoi avec Mojo Hand. Mais on est aux États-Unis dans les années 20, donc on est en Louisiane, au sud, à Nola, Nouvelle-Orléans, en 1926, donc à Saint James, dans un comté. Et un monsieur qui s'appelle donc Wilson, son nom de prénom c'est Darbonne, je crois, Dardonne. Il va ramener un petit garçon qu'il a trouvé dans le bayou, mais c'est un petit garçon blanc. Sa femme refuse de garder ce petit garçon. Pourquoi? Parce que premièrement, il est blanc et que c'est risqué à cette période d'avoir un petit blanc dans une famille noire, comme vous l'aurez peut-être deviné. Et il se dit que ce sera une bonne idée parce que ce petit garçon pourra être les yeux de son autre garçon qui est malheureusement aveugle. Là, on va avoir au début un petit truc avec une petite cérémonie vaudou parce que la femme, elle va, comment dire, appeler ses esprits pour pas mal de raisons et éviter certainement le mauvais œil, si on peut dire ça. Et puis, on va continuer à voir ces petits garçons grandir, s'épanouir ou pas et devenir musicien. C'est tout ce que je peux vous dire. En revanche, à la fin, vous avez quelque chose qui me semble vraiment magnifique parce qu'on a pas mal de portraits d'artistes noirs, américains, pour la plupart, je crois, tous. Et qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez donc une mini playlist qu'on dit informelle avec une partie les femmes et les hommes. Et ça, j'ai trouvé ça bien. En tout cas, si vous aimez la musique, particulièrement le blues et le jazz, je crois que ça va vous plaire parce que moi, ça m'a bien plu. Voilà pour cette BD. On continue avec du coup Mur Méditerranée qui est juste ici. Donc cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé, mais je vais vous en parler après et tout de suite aussi. Ça raconte l'histoire de 3 femmes qui vont prendre un bateau pour partir donc pour l'Europe à cause de différents problèmes économiques, problèmes, comment dire, leur pays en guerre et pas mal d'autres choses. Nous avons donc une jeune fille qui s'appelle Shoshana, c'est la Nigériane, Sammar qui est érythréenne et enfin je crois que c'est Dima qui est syrienne. Oui, Dima. Ces filles vont voyager sur un bateau qui représente les classes sociales parce que certaines vont voyager, certains passagers, et pas que ces femmes, vont voyager dans la cale, d'autres sur le pont et d'autres auront même un petit endroit un petit peu plus confortable, pardon, avec un matelas, je crois, bon, rudimentaire peut-être, mais quand même. Et puis là, on va partir avec tous ces personnages aussi dans leur périple, avec tous les risques qu'il y a, bien sûr, sur ce chemin. Et bien évidemment, avec des religions différentes, ce qui m'a beaucoup plu. Voilà, je vous en dirai plus. Qui est en lice pour le prix Goncourt de cette année et qui fait partie de la rentrée littéraire, comme Mojo Hand d'ailleurs. Mojo Hand c'était chez Sarbacane et ici on est chez Sabine Vespizer. Voilà. On continue avec Peau noire, masque blanc que je suis en train de lire, édition point essai. C'est un essai aux éditions point. Peau noire, masque blanc qui parle de la relation entre les noirs et les blancs après la décolonisation et bien d'autres que je lis le soir en général quand j'ai pas une journée très chargée. Je vous avoue que ces temps-ci avec les cours et le boulot c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est quelque chose que je tiens à lire avec en ayant la tête froide, voilà. Et comme je le disais, ça c'est pour, enfin,
Ça parle beaucoup des Antillais, mais on peut élargir et bien sûr voir la relation entre blanc et noir bien plus loin. Voilà. Ensuite, Le ciel par-dessus le toit de Natacha Apana, donc qui est mauricienne, je crois, si je ne me trompe pas. Chez Gallimard, il me semble. Hein. Alors, c'est l'histoire d'une mère qui, selon certains, aime mal ses enfants, qui a connu une enfance un peu difficile parce qu'elle a été élevée comme enfant Miss, enfant superstar, c'est-à-dire qu'elle faisait des concours de beauté et autres. Un jour, elle va se faire un peu violentée, si je peux dire ça, par un ami de la famille. Personne ne saura tout cela. Elle va grandir, elle va devenir une mère. Elle aura 2 enfants, une fille et un garçon. Sa fille va la détester pour plein de raisons. Et son petit-fils est atteint de troubles comportementaux, je vais dire ça comme ça. Et puis il se retrouve en prison pour mineurs, mais c'est une prison quand même. Et c'est ce qu'on va découvrir donc dès le début du roman. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'étais contente de la lire parce que je crois que c'était la première fois que je la lisais. Et si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on continue avec Sula de Toni Morrison. Donc, je pense que tout le monde est au courant, si ce n'est pas le cas. Toni Morrison nous a quittés il y a quelques semaines, malheureusement. Ainsi, tout le monde s'est rué sur ses œuvres, que je pense qu'ils sont mal connus ou peu connus en France et qu'on devrait vraiment s'y pencher. Moi, j'ai eu l'occasion, donc je voulais vous expliquer ça dans un article. J'espère que je vais vous faire bientôt. J'ai découvert Toni Morrison en entendant parler d'elle quand j'étais plus jeune, mais aussi lorsque j'étais à l'université et que je faisais ma licence d'anglais et qu'on avait traduit l'Incipit de Beloved. Ce qui m'avait beaucoup marqué parce que non seulement le texte était déjà difficile, mais en plus la traduction était difficile. Voilà. Et puis, j'avais eu l'occasion, avant cela, je crois, de lire Sula. C'était en lecture cursive, comme on dit. Voilà, donc c'était une lecture qu'on avait à poursuivre seule. J'avais commencé en anglais et que je n'avais pas terminé. Je l'avais repris à quelques années auparavant que je n'avais pas terminé et j'ai décidé de le lire. Du coup, c'était pour un club de lecture. Malheureusement, je n'aurai pas la chance d'y participer, mais que je terminerai bien évidemment après ma lecture du moment. Donc Sula, ça raconte l'histoire. On est dans les années 20 aux États-Unis, Ohio, où 2 petites filles noires en fait vont vivre leur vie et comment on va passer donc dans les fonds, les bas-fonds d'une petite cité, comme je dis, d'une ville, et voir comment ces jeunes femmes noires vont vivre. Moi, ce que je retiens, c'est surtout la misère et beaucoup de débrouillardise quelquefois. Et voilà. On continue. Donc, je suis en train de le lire, je n'ai pas terminé en français. Ah oui, je crois que j'ai pas dit, c'est chez 10-18. Je continue. J'ai lu également Bertie et lui, Être ou ne pas être à la hauteur, qui est donc aussi un album jeunesse que je vous mettrai ici. Ça parle d'une petite fille qui est très grande pour son âge, qui a 9 ans mais qui paraît 12, et un petit garçon qui est trop petit pour son âge, qui s'appelle Louis, et la fille Bertie. Et un jour, on raconte leur vie de façon un peu séparée. Et un jour, ils vont se rencontrer et vous allez découvrir... découvrir comment un petit garçon qui est trop petit vit sa vie et une fille qui est trop grande vit sa vie. Donc je pense que ça parle bien de la différence et que ça permet de voir aussi qu'on est tous différents et qu'on a nos atouts et que c'est bien de les reconnaître, de vivre avec et de les encaisser en gros. Et je trouve que c'est bien de présenter ça aux enfants de cette façon également. Après, j'en ai pas lu beaucoup sur forcément la différence, ce point de vue, parce que c'est plus physique, question de taille, mais après, c'est vrai qu'on s'y connaît en matière de différence et à travers les romans et autres. Donc, c'était une bonne lecture. J'ai oublié de mettre les auteurs ou les autrices, je sais pas.
Mais pour moi, ce serait auteur. Donc, on verra. J'ai lu également La Tresse ou le voyage de Lalita, donc de Colombani et de Poyer ou Polé. Donc, c'est l'adaptation. Donc, j'ai lu La Tresse ou le voyage de Lalita, qui est donc l'adaptation en album de La Tresse de Colombani. Donc ça parle d'une petite fille, Lalita, qui va devoir voyager pour aller à l'école parce qu'elle est intouchable et où elle habite, elle ne peut pas accéder à l'école. Donc elle va partir avec sa mère pour pouvoir aller à l'école en bord de mer où il existe une école pour les intouchables. Donc il y a cette affaire de classe qui existe en Inde, les intouchables, donc les castes qu'on appelle ça plutôt. Et ce voyage d'une jeune fille qui va devoir à un moment se confronter à comment dire, à la religion, ils sont très religieux c'est vrai, mais où elle va devoir commettre un acte pour, c'est pas une mauvaise chose, mais faire quelque chose pour pouvoir accéder à ce dont elle a besoin. J'ai trouvé cette approche différente déjà, intéressante, et c'est un album qui m'a plu en général et puis j'ai aimé les dessins. Voilà. Je continue avec le livre que personne ne lisait de Caroline Rabé, je crois. C'est un album jeunesse qui m'a beaucoup touchée parce que le livre que personne ne lisait, c'est affreux. Donc c'est l'histoire d'un livre qui ne connaît pas son nom parce que personne ne l'a lu, il ne connaît pas son titre, rien du tout, il ne sait pas de quoi il parle, il est là sur une étagère, personne ne le fait, on ne sait pas si c'est parce qu'il est trop haut, s'il est mal placé, on ne sait pas. Et puis un jour, il y a une petite fille qui veut le lire, mais non, la petite fille est réclamée par une amie, donc elle ne prend plus ce livre. Et un jour, il y aura un petit vent qui va passer, qui va faire tomber ce livre sur la table d'un petit garçon qui dessinait un dinosaure, il me semble. Et voilà. Il faut savoir que je pense que je ne m'y connais pas trop bien en jeunesse, mais cet ouvrage m'a beaucoup plu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je le recommande si vous voulez faire lire vos enfants. Cette histoire se passe dans une bibliothèque médiathèque et puis par la suite, ce livre aura du succès. Je peux vous dire ça. Pas comment, je vais vous laisser aller découvrir ça, mais c'était très mignon. Voilà. J'ai lu également La Fortuna qui va sortir dans le 3 octobre, il me semble, qui parle donc de l'histoire d'une jeune femme en Sicile au début des années du XXe siècle, en 1901 environ, où elle va donc être orpheline. Sa mère ou ses parents vont l'abandonner avec un petit mot en disant oui, on va s'occuper d'elle, mais de loin. On va vous verser une pension alimentaire en quelque sorte. Occupez-vous bien d'elle. Donc cette fille va grandir comme ça, malheureusement, un peu mal, un peu bien, jusqu'au jour où elle va partir, se marier, avoir des enfants et devoir donc prendre en main sa vie parce que son mari aura un accident. Histoire féministe ou féminine, je ne sais pas, mais moi je l'ai senti à un moment où oui, c'était la femme qui devait reprendre le flambeau parce qu'elle était là et parce que c'était une femme aussi et parce qu'elle pouvait tout simplement. Mais bien évidemment, du côté de son mari, qu'il a très mal vécu après cet accident, là il est tombé de son cheval, c'était un peu compliqué, d'autant plus apparemment il était sicilien, donc voilà, ça fait un peu de mal au moral, mais aussi sur la personnalité du cher monsieur. Donc voilà, intéressant, touchant, j'ai trouvé ça très doux par moment, que je recommande évidemment. Et enfin, donc je crois que c'est tout. Donc je vais vous présenter le dernier, c'était Émilie Prophète, Le bout du monde est une fenêtre. Un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je lisais Émilie Prophète. Ça parle de l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Samuel, qui se voit dans un petit village. Suite à la mort de sa mamie, je crois, il va devoir partir, sa grand-mère, il va devoir partir. Et là, il sera seul. Et fort heureusement, il va trouver un autre monsieur super sympa qui va s'occuper de lui et un chauffeur qui... Donc, un chauffeur va financer donc tout ça, sa vie en fait. Et voilà, il va grandir et il va découvrir donc
comment on appelle ça, maîtresse de l'eau, une femme qui va aimer, qui va appeler comme ça. Donc il faut savoir, maîtresse de l'eau, c'est un peu une sirène des esprits de l'eau en Haïti, et on va partir sur tout cela dans le roman. Ils vont s'aimer à travers une fenêtre. Très romantique hein, quand même. Hein. C'est vrai que je disais que la plume de l'auteur était très belle, que je la connaissais un peu moins, que je trouvais quelquefois l'histoire un peu différente, où on avait différents points de vue, etc. Mais que j'ai trouvé ça très bien et que je recommande bien évidemment aux éditions Mémoire d'Encrier. Et enfin, je voulais juste vous dire qu'en ce moment, je lis donc Les Veilleurs de Sangomar de Fatou Diom et que j'aime beaucoup. Voilà, je suis à la page 213, j'ai presque terminé, en fait il me reste ça. J'espère terminer aujourd'hui et continuer dans mes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très longue, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pu lire jusque là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des ouvrages dans cette vidéo qui vous ont plu ou des ouvrages que vous pensez lire, que vous avez déjà lus. N'hésitez pas à donner votre avis parce que ça me fait très plaisir. À vous abonner bien évidemment à mes différents réseaux sociaux. Et merci beaucoup pour les récents abonnements, les commentaires, etc. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la même chaîne. Gros bisous, excellent week-end et bonne semaine. Bye!